On a toujours tendance à suivre les mêmes équipes durant une saison, s'intéresser au Barça, au Real, au PSG ou à l'OM en France, ou tout simplement à nos clubs de cœur. Mais il y a d'autres clubs qui sont vraiment très intéressants, qui méritent d'être suivis et qui méritent également d'être vus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et aujourd'hui, on va donc parler de 5 clubs à suivre cette saison. Alors j'en ai sélectionné 5, mais honnêtement, j'aurais pu vous faire une vidéo avec 10, mais je voulais pas faire un format trop long. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel club pour vous est à suivre cette saison. Il peut y avoir un épisode 2, on va mettre un petit objectif, hein. S'il y a 500 likes sur la vidéo, c'est que vous êtes intéressé. Et dans ce cas-là, je vous ferai un épisode 2. N'hésitez pas également à vous abonner, on a dépassé les 12 000 abonnés, merci beaucoup. Et c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Pour le premier club, je vais vous parler d'un club allemand qui me semble promis à faire de belles choses cette année. J'en ai vaguement parlé dans mes prédictions. Et je vais vous parler du Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen, qui se faisait appeler Leverkusen dans les années 2000, car ils n'ont gagné aucun titre, et lors de l'année 2002, ils font deuxième de Bundesliga. Ils ont perdu la finale de Coupe d'Allemagne et également la finale de Ligue des Champions, quand même assez horrible comme destin. Pensez pour Michael Ballack qui avait participé à la Coupe du Monde également avec l'Allemagne et qui s'est fait éliminer en finissant deuxième, donc perdu en finale, forcément. Et pour rester sur Michael Ballack, en plus, il a remis ça avec Chelsea en 2008. Enfin bref, on va retourner sur les Leverkusen, mais on est quand même sur un des plus gros poissards de l'histoire. Les Leverkusen reste tout de même un club qui joue les premières places dans un championnat très compétitif au début des années 2000. On a vraiment vu de bons résultats, avec du jeu tout de même vachement intéressant avec Sacha Lewandowski comme entraîneur, ou encore Roger Schmidt, l'actuel entraîneur de Benfica. Même si on se souvient qu'il y a un extraterrestre qui a marqué 5 buts contre en huitième de finale de Ligue des Champions, on en avait parlé sur la chaîne, le club semble relativement loin de pouvoir titiller le BVB ou le Bayern. En 2018, le club va changer de direction. L'Espagnol Fernando Caro va devenir le président du club avec à ses côtés Rudi Voller, qui a été le directeur des sports de 2012 à 2008 et qui laissera sa place à Simon Runfess, qui lui était le directeur sportif. Le but de Leverkusen version Caro est très simple, recruter et détecter des joueurs pour pouvoir retrouver de la compétitivité et se moderniser, avoir des ambitions pour ne plus se satisfaire d'être un club qui joue le top 500 de grandes convictions. Le club va se baser principalement sur la data et essayer de dénicher de vraies pépites, que ce soit sur le continent européen ou aussi sur le sud-américain. Le club va connaître 2 ans sous la poupe d'un entraîneur qu'on connaît bien, Peter Bosz, qui aura des résultats plutôt corrects avec Leverkusen, qui a la réputation d'être très bon avec les jeunes vu son travail du côté de l'Ajax, et une année avec Hannes Wolf, puis une très bonne saison 2021-2022 sous les ordres de l'ancien entraîneur des Young Boys de Berne, Gerardo Seoane, où le club finira troisième avant de connaître un début de saison calamiteux. Il prendra donc forcément la porte, et la direction va remplacer par un entraîneur qui n'a pour l'instant pas d'expérience au haut niveau, Xabi Alonso. Et ce qu'on peut dire concernant Xabi Alonso, c'est que la marche n'était clairement pas trop haute, car le jeu proposé par le technicien espagnol va clairement redynamiser le Bayer Leverkusen, et alors que c'était clairement inattendu, car le départ de saison était vraiment très horrible, Leverkusen arrive tout de même à accrocher l'Europe en finissant 6e au classement. Leverkusen devient donc un candidat sérieux au podium, avec un entraîneur qui propose du bon jeu, une direction sportive qui travaille vraiment bien, et un effectif qui comporte de beaux éléments. On peut penser par exemple à Jérémy Frimpong, le piston néerlandais qui est l'un des plus beaux prospects à ce poste, Florian Wirtz, l'un des meilleurs jeunes du monde, Ezequiel Palacios, le milieu central argentin vraiment intéressant, ou encore le défenseur central burkinabé Edmond Tapsoba. Et malgré le départ d'un joueur important du côté d'Aston Villa, Moussa Diaby, le club s'est tout de même vraiment très bien renforcé. Granit Xhaka qui va donner beaucoup d'expérience pour encadrer les jeunes pousses de l'effectif. Alejandro Grimaldo qui a été laissé libre, hein, qui vient apporter la qualité à un poste d'arrière gauche dépourvu suite au départ de Mitchell Baker. Et c'est pas une vanne, honnêtement, il a fait plutôt une bonne saison du côté de Leverkusen, même si je suis pas forcément son plus grand fan. On a également l'arrivée de Jonas Hoffmann, qui a également de l'expérience et qui va remplacer numériquement le départ de Moussa Diaby, même si le profil est très clairement différent. Et la bonne pioche de ce mercato, et qui a déjà marqué par son match des observateurs de la Bundesliga, c'est Victor Boniface qui arrive en provenance de l'Union Saint-Gilloise, attaquant nigérian vraiment très complet, qui va apporter à les Leverkusen car au poste de numéro 9, Patrick Schick n'est plus une solution fiable suite aux blessures et à ses irrégularités. Azmoun qui n'a pas apporté grand chose depuis son arrivée et qui visiblement va partir, on en parle là du côté de la Roma, et Adam Losek, buteur tchèque vraiment très prometteur mais qui est encore très jeune et n'a pas vraiment réussi sa première saison. Pour conclure le chapitre Leverkusen rapidement, je l'ai dit dans les prédictions, mais je pense que Leverkusen va finir sur le podium de Bundesliga, en tout cas ils ont les armes pour. Et il faudra également les suivre en Europa League, car comme l'année dernière d'ailleurs, ils avaient fait un très beau parcours, et je pense qu'ils vont clairement le répéter.
Pour la deuxième équipe, on va partir du côté de l'Angleterre. J'aurais pu vous parler de pas mal d'équipes, hein. J'aurais pu vous parler de Brighton, du Burnley également, de Vincent Kompany, qui peut peut-être intéressant. Il y a vraiment pas mal d'équipes. Et j'ai eu plutôt envie de vous parler d'Aston Villa. En 2018, NSWE, à savoir Nasser Sawiris et Wes Eden, obtiennent le club situé à Birmingham à hauteur de 84%. Sawiris étant la plus grande fortune d'Égypte, on peut sentir les prémices d'un projet très intéressant. Le premier fait énorme de ce duo est de mettre un directeur général d'expérience passé par Liverpool, Christian Purslow. L'ascension des Villains est plutôt rapide, car dès la première saison, alors qu'ils obtiennent une 5e place en Championship, ils vont réussir grâce aux playoffs à accéder à l'élite du football anglais. D'ailleurs, dans cette équipe, on y retrouve Tammy Abraham qui avait été prêté par Chelsea, Jack Grealish et également El Ghazi qui était à l'époque prêté par le LOSC. Les années en Première Ligue sont tout de même très dures. Ils échappent de très peu à la relégation car ils ont fini 17e. Le club finit 11e lors de la deuxième saison, ce qui est tout de même mieux, même par rapport aux investissements faits lors des mercato, à savoir 250 millions d'euros. On n'est pas vraiment au rendez-vous de ce qu'on pouvait espérer. Et lors de la saison 2021-2022, Dean Smith va être licencié car les résultats ne sont toujours pas convaincants, malgré 70 millions dépensés sur Diego Carlos, Leandro Dendoncker, Philippe Coutinho ou encore Robin Olsen. Et ils vont décider de se pencher sur un entraîneur qui a vraiment fait du très bon travail du côté des Glasgow Rangers, et un joueur qui aura marqué au XXIe siècle l'Angleterre, Steven Gerrard. Malheureusement, ça va pas forcément bien se passer. Il va finir la saison en 14e position lors de la saison 2021-2022. Et en octobre 2022, après encore quelques achats, il va prendre la porte et ce ne sera pas le seul car quelques semaines après, le directeur sportif Christian Purslow va prendre la porte également, car le choix de Gerrard était le sien et ce mauvais choix, si on peut l'appeler ainsi, va lui coûter sa place. On en a parlé dans les vidéos sur les entraîneurs sous-cotés, d'ailleurs la prochaine vidéo sera le deuxième épisode de cette série. Le choix pour remplacer va être Unai Emery, et c'est un choix qui va s'avérer plus que payant. Tout d'abord, il a replacé Douglas Luiz dans les meilleures conditions, ce qui en fait un des meilleurs milieux de Première Ligue actuellement. Puis on a vu des joueurs vraiment métamorphosés par cette arrivée, comme Tyrone Mings qui est devenu un véritable patron, Emiliano Buendia qui a plutôt fait du bon boulot la saison dernière, ou encore McGinn qui n'était pas forcément régulier et qui a montré toute sa palette durant la saison dernière. Le renouveau d'Unai Emery a donc permis à Villa, bien aidé par leur attaquant également Ollie Watkins, d'obtenir une belle 7e place et se qualifier pour l'Europa Conference League. Les Villains sont donc une équipe à suivre, car ils ont recruté un directeur sportif de renom, à savoir Monchi, même si la fin de parcours avec Séville est clairement pas folle, mais ça reste quand même un des meilleurs directeurs sportifs du monde. On ajoute à cette direction sportive donc l'entraîneur Unai Emery qui va sûrement nous poser une classique les jeudis soirs de Coupe d'Europe, on a l'habitude avec lui. Et en plus un effectif qui n'a pas vraiment perdu de force et qui est ajouté en recrutant de très beaux noms. Yuri Tillmans qui arrive librement de Leicester, Moussa Diaby comme indiqué lors de la partie de Leverkusen, et également le défenseur central international espagnol Pau Torres qui arrive en provenance de Villarreal, et récemment Nicolo Zaniolo qui arrive en prêt, même si le concernant il n'y a pas trop de certitude car il est vraiment fragile. La saison avait mal commencé après la défaite 5-1 contre Newcastle, et en plus la blessure de Buendia et également de Tyrone Mings. Mais la victoire 4-0 contre Everton a montré qu'il fallait compter sur Aston Villa pour jouer les troubles fêtes. Pour la troisième équipe, on va à nouveau changer de pays, direction l'Italie, et on va parler de l'AC Milan. Champion d'Italie 2022, les Lombards n'ont pas forcément connu la plus belle saison l'an dernier. Même s'ils ont tout de même atteint le dernier carré de la Ligue des Champions, on pouvait tout de même s'attendre à mieux concernant les Rossoneri, et le championnat n'a pas vraiment été une réussite. On sait qu'enchaîner une bonne saison après un titre, c'est jamais vraiment évident, surtout dans un championnat comme la Serie A qui est vraiment très homogène, même si l'an dernier le Napoli a mis tout le monde d'accord, ça c'est une certitude, mais le Milan a fini seulement entre guillemets 4e, et encore, si la Juve n'a pas ses pénalités, je pense que l'AC Milan finit 5e. Redbird, le propriétaire qui tient également le Toulouse FC, a décidé de ne pas carter Stéphane Pioli malgré pas mal de critiques concernant le technicien italien, mais ils ont écarté le directeur technique, pourtant légende du club, Paolo Maldini. On pouvait tout de même avoir peur car il était bien défendu et bien aimé par les supporters, et Paolo Maldini c'est un très grand nom. On va faire un peu un parallèle, c'est un peu comme quand Juninho est parti, parce que ça ne se passait pas avec Colas, les Lyonnais étaient vraiment très révoltés. Et pour Paolo Maldini, même si c'est pas vraiment le même contexte, on peut comprendre que les supporters ne veulent pas qu'on touche à Paolo Maldini. Mais il est vrai que la saison dernière n'a pas été bonne également dû à un mercato raté, même si Maldini n'avait clairement pas les moyens escomptés pour dépenser, mais De Ketelaere ou Origi, pour ne citer que, ont vraiment été des grosses déceptions. Quand je vous dis ça et que vous n'avez pas le contexte, vous vous dites mais pourquoi le club il est à suivre au-delà de l'histoire? Eh bien tout simplement parce que le mercato milanais est vraiment plus qu'intéressant. En effet, il y a eu un départ prépondérant dans l'effectif, à savoir Sandro Tonali, qui est parti pour presque 70 millions du côté de Newcastle, mais vraiment le club a super bien recruté. Tout d'abord Tijani Reinders,
J'en ai parlé dans mes prédictions, joueur extrêmement intéressant, un 6-8 qui a vraiment une capacité à porter le ballon vraiment très intéressante. Je pense qu'il va vraiment montrer tout son talent cette saison. Donc lui est arrivé en provenance de la Z. On peut y ajouter également Samuel Chukwueze, en provenance de Villarreal, un ailier nigérian très intéressant. On peut ajouter également Noah Okafor, le jeune attaquant suisse du Red Bull Salzbourg, Yunus Moussa, milieu américain de Valence très prometteur, et également deux joueurs qui sont arrivés en provenance de Chelsea, Christian Pulisic et Loftus-Cheek. Le club possédait tout de même peu d'alternatives en cas de blessure ou changement, et là il a vraiment apporté pas mal de force, et cette association d'achat s'associe avec un effectif qui avait déjà de bonnes qualités, comme Théo Hernandez, l'arrière-gauche qui reste pour moi une référence à ce poste, le gardien français Mike Maignan, Ismaël Benasser, même si pour l'instant il est blessé, il ne reviendra pas tout de suite. On peut y ajouter également la défense centrale qui pour moi a vraiment de bons talents avec Fikayo Tomori et également Malik Thio qui a été une belle recrue tout de même. Et ils ont surtout réussi à faire quelque chose de vraiment très intéressant, c'est de renouveler et de garder Raphaël Léan. Cet effectif est vraiment plus qu'intéressant, et c'est pourquoi, même si j'ai quelques doutes sur l'entraîneur qui ne prône pas un style de jeu très beau, et il faut voir également comment cet effectif va s'accorder, mais il est vraiment plus que prometteur, et les Lombards semblent vraiment bien armés pour prétendre au titre cette année. Pour le quatrième club, on va tout de même mettre un club français dans cette vidéo. Et pour cet avant-dernier club à suivre, d'ailleurs, si tu n'as toujours pas liké la vidéo, n'hésite pas à le faire. Et on va parler du Stade de Reims. On en a parlé il y a quelques mois sur la chaîne, donc on va pas parler de tout le fonctionnement. Je vous invite à voir la vidéo si cela vous intéresse, ça peut toujours être d'actualité. Je vous mettrai également la vidéo de Vigilante qui est vraiment très bonne sur le sujet. Vous retrouverez les liens dans la description. Mais cette saison, le Stade de Reims change clairement de dimension. En gardant son entraîneur qui a vraiment fait une très belle saison, Will Steele, et pas Will Smith, hein, même si c'est vrai qu'il a baffé quand même plusieurs équipes. Le club bosse très bien depuis plusieurs années, avec un directeur sportif, Mathieu Lacour, le sosie de Walid Acharchour, qui bosse extrêmement bien, avec une cellule de recrutement qui est vraiment une de très bonne qualité. Et qui a su recruter des joueurs plus qu'intéressants, qui n'étaient pourtant pas connus, Marshall Mounetsi, Azor Matowissa, Junya Ito ou encore Folarin Balogun en prêt l'an dernier qui a fait vraiment une saison folle et qui retournait du côté d'Arsenal, même si là visiblement il serait très proche de signer à l'heure où je tourne du côté de Monaco. Franchement pour le coup c'est une petite parenthèse, mais c'est vraiment cool de le retrouver dans notre championnat. Et si je pense que le Stade de Reims qui a fini 11e l'an dernier avec une fin de championnat un peu complexe va être une vraie attractivité, c'est un peu un mélange des raisons entre Leverkusen, Villa et l'AC Milan. Le club travaille bien depuis plusieurs saisons et comme Milan, le Stade de Reims a vraiment fait un mercato digne de ce nom. Certes, l'option d'achat d'Ekitike et la vente de Jens Kayus, d'Alexis Flips ou encore de John Lopi entre autres permet de pouvoir renflouer les caisses et de pouvoir faire un mercato vraiment des plus intéressants. On a connu des clubs qui avaient récupéré pas mal d'argent mais qui ont tout gardé dans les caisses parce qu'ils avaient d'autres choses à faire. Le Stade de Reims est géré vraiment de façon très saine et c'est pourquoi ils peuvent autant réinvestir l'argent récupéré lors du transfert et c'est vraiment une très bonne chose pour ce championnat français de voir ça. Sur les ailes donc, le club a dépensé 12 millions d'euros hors bonus pour Keito Nakamura, le jeune ailier japonais en provenance de l'ASK, club autrichien. Ils ont également recruté l'ailier danois Mohamed Darami, qui était peut-être un peu en perdition du côté de l'Ajax, mais on sait très bien qu'il est très prometteur et qu'il a beaucoup de qualité. Et ils ont également recruté le défenseur très prometteur Joseph Okumu, qui lui vient de la Gantoise et qui va devenir après par la suite donc déjà une doublure à Agbadou et qui pourra également remplacer Younis Abdelhamid qui est un défenseur marocain très intéressant mais qui commence à vieillir, à prendre de l'âge et donc avoir un troisième défenseur central comme ça, comme Okumu en plus d'Agbadou, je pense que c'est une très belle chose. Ils ont également recruté le milieu de terrain Teji Thomas, auteur de très bonnes saisons du côté de l'Union Saint-Gilloise, Amin Salama en provenance d'Angers, et enfin Oumar Diakité, le buteur ivoirien très prometteur qui vient de Salzbourg. On peut ajouter à l'effectif le retour de prêt du milieu Ami Richardson, qui a déjà montré de superbes choses depuis le début de saison, sûrement le meilleur émoi lors du match contre l'Olympique de Marseille, et le prêt du jeune de Manchester City au poste de latéral, Josh Wilson-Esbrand. Mathieu Lacour, le directeur sportif, a annoncé récemment que l'objectif était la Coupe d'Europe en 3 ans, mais vu cet effectif, je ne vais pas me lancer dans une prédiction folle en disant que dès cette saison, le Stade de Reims finira top 5 et pourra jouer l'Europe. Enfin, même si l'Europe maintenant c'est top 7, il me semble. Mais l'effectif avec vraiment ces nouvelles recrues, les forces évoquées précédemment, et on peut y ajouter également, j'en ai pas parlé, mais le gardien Yevan Diouf qui est plus qu'intéressant. Mais je pense qu'avec cet entraîneur et cet effectif, et en plus cette direction sportive, le Stade de Reims va cesser de grandir et je les vois bien jouer les troubles fêtes. Alors je sais pas s'ils arriveront à être top 7, mais clairement c'est une possibilité qui me semble loin d'être délirante. Et pour finir, le rêve du président Caillot, c'est d'amener un jour le peuple rémois du côté du Stade de France pour une finale de Coupe nationale. Et ben on pourrait presque espérer ça cette saison pour les champenois, et ce serait vraiment une belle histoire, une belle récompense de tout le travail effectué par le Stade de Reims. En tout cas, c'est une super nouvelle pour notre Ligue 1.
de voir ce genre de club capable de bosser aussi bien, même pour notre football de façon générale, de voir le Stade de Reims dépenser plus de 50 millions dans un mercato. Et comme je dis, hein, certes, c'est peut-être des ventes qui ont permis de faire ce mercato, mais encore une fois, faut pas négliger que le Stade de Reims a réinvesti tout dans le mercato. Ce n'est pas tous les clubs qui font ça vraiment. En tout cas, vraiment hâte de voir ce que va faire le Stade de Reims cette saison. D'ailleurs, je vais à Delaune normalement au mois d'octobre pour voir le match contre Monaco. Malheureusement, je suis pas là pour le match contre Lyon, donc c'est dommage, ça tombe mal. Mais je serai là le week-end d'après pour le match contre Monaco. Pour le dernier match, on va parler d'un championnat qu'on n'évoque jamais sur la chaîne car c'est vraiment pas le championnat que je suis le plus. Donc on va plutôt prendre le prisme de la Coupe d'Europe pour parler de celui-ci. Et on va parler de Galatasaray. Le Gala a connu une saison extrêmement compliquée il y a 2 ans, en 2021-2022, où les Turcs ont fini seulement 13e. Une véritable anomalie pour ce club qui est une institution en Turquie. Le club va donc investir beaucoup d'argent lors du mercato dernier, et aussi faire de super coups. Le club va obtenir en prêt Mauro Icardi en provenance du PSG, Milot Rashica également de Norwich, et un prêt payant de Seferovic. Il va ensuite y avoir l'arrivée libre de Juan Mata et de Dries Mertens. Et niveau transfert, 32 millions dépensés sur 9 joueurs dont Lucas Torreira, Youssouf Demir du Rapid Vienne, Sergio Oliveira ou encore Léo Dubois. Et 15 millions d'euros vont être à nouveau dépensés ensuite lors du mercato hivernal sur Nicolo Zaniolo. Et résultat, le Ghana va finir champion de Turquie. Et si je vous parle de Galatasaray, c'est que la nouvelle année s'annonce encore plus prometteuse, car lors du mercato, ils se sont encore bien renforcés. En joueur libre, il y a l'arrivée de Tété, l'ancien lyonnais, l'arrivée de Wilfried Zaha, le prêt d'Hakim Ziyech et également le prêt payant d'Angelino, défenseur gauche espagnol très intéressant. Et Icardi qui quitte le PSG et qui arrive définitivement pour 10 millions. On peut y ajouter aussi Demirbay de Leverkusen qui est pour moi une belle valeur sûre, et aussi le défenseur central de Sassuolo, Ayhan. Bref, l'effectif franchement est complètement fou. Je vous mets le tweet de Tanguy, il y a son X sur le visuel, n'hésitez pas à aller le suivre. Et vous pouvez voir à l'heure où je tourne. D'ailleurs, ça parle aussi de Sergio Ramos, c'est pour ça qu'il est dans ce 11 et qui n'a pas signé au Beşiktaş. Le 11, franchement, il est complètement fou. Et sur le banc, on a vraiment d'autres solutions, notamment Demirbay et Ayhan que je vous ai cités. Bref, je suis assez bref car je connais pas bien le club, mais j'étais obligé de parler de ce club dans cette vidéo car il y a une vraie curiosité de mon côté. Ils ont eu visiblement du mal au barrage contre le club norvégien de Molde, mais ils devraient normalement se qualifier pour la Ligue des Champions. Et tirer le Gala qui sera chapeau numéro 4, et bah franchement, bonne chance. Car déjà, se déplacer en Turquie, c'est jamais évident. Mais alors là, avec l'effectif qu'ils ont, faudra vraiment se méfier, par exemple, si le PSG tombe contre le Galatasaray. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo comme d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça apporte beaucoup pour le soutien. Encore merci pour les retours sur les dernières vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode des entraîneurs sous-côté. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!